Bonjour et merci de m'accueillir aujourd'hui pour que je puisse discuter un petit peu plus de mon projet de thèse plus particulièrement d'une partie. Je vais vous présenter certaines données de l'accueil de données que j'ai fait dans ma thèse en droit à l'Université de Montréal. Malgré les programmes de sélection des travailleurs qualifiés qui ont été adoptés par le Canada et par le Québec, dans le but de combler des besoins démographiques et surtout économiques de la province, les statistiques récentes, on l'a vu, démontrent que les personnes immigrantes peinent à trouver un emploi. Ils ont un taux de chômage beaucoup plus élevé que les natifs et sont généralement largement surqualifiés pour les emplois occupés. En 2017, le gouvernement du Québec a reconnu d'emblée que un des principaux motifs qui expliquait cette problématique serait la difficulté des personnes immigrantes à faire reconnaître leurs qualifications, notamment par les ordres professionnels lorsqu'il s'agit d'exercer une profession réglementée. Les ordres exercent dans l'objectif d'assurer la protection du public et dans ce cadre-là, ils vont réguler l'accès et l'admission à certaines professions. Ça implique que les professionnels formés à l'étranger doivent faire reconnaître leurs qualifications pour obtenir un permis d'exercice ou un titre professionnel. Ce processus-là, on l'a vu un petit peu avec Jean-Luc, fait en sorte que les ordres peuvent imposer des conditions d'accès à la profession dont le degré va varier, notamment selon la profession. La procédure de reconnaissance qui est appliquée, parce qu'on a parlé des ARM, mais il y a aussi une procédure de reconnaissance au cas par cas qui est appliquée à tous les professionnels qui émanent d'un pays qui n'est pas visé par un arrangement de reconnaissance mutuelle. Et enfin, par le parcours personnel du candidat. Ces mesures compensatoires peuvent prendre différentes formes, comme des cours en classe ou en ligne, des stages ou encore des examens écrits oraux ou cliniques. Je vais mettre un petit bémol parce que il y a peut-être quelques doutes qui émanent quant à savoir si les examens sont véritablement des mesures compensatoires et non des mesures qui permettent d'évaluer c'est quoi les lacunes chez les professionnels, mais ça mérite de faire l'objet d'une autre recherche que je n'ai pas faite pour l'instant. En ce qui concerne la durée du parcours, bien sûr, elles veulent varier selon le nombre de mesures compensatoires qui sont imposées et dans certains cas, ça peut prendre plusieurs années. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ces délais, notamment le nombre de mesures, bien sûr, la durée nécessaire pour accomplir chacune des mesures ou encore des difficultés de mise en œuvre, surtout lorsque ça implique d'autres acteurs comme des institutions d'enseignement, des milieux de stage, mais aussi lorsque l'organisation du travail est très réglementée, comme c'est le cas dans le secteur de la santé. Tout cela n'est pas sans conséquence parce que, selon les données qui ont été recueillies par le Conseil interprofessionnel du Québec, dans environ la moitié des cas, les professionnels formés à l'étranger qui déposent une demande d'équivalence se voient imposer des conditions. Et de ceux-ci, plus de la moitié, on parle de 55 %, vont abandonner le processus avant d'obtenir leur permis d'exercice. Donc, il y a des études qui ont été menées dans divers champs des sciences humaines. On l'a mentionné, qui parlent de la situation des personnes immigrantes pour l'accès à l'emploi, pour l'accès aux professions. Et ces études-là viennent remettre en question les mécanismes qui sont en place et les conditions qui sont imposées aux professionnels. Toutefois, il y a une grosse lacune dans ces études-là, c'est qu'elles omettent de se pencher sur un aspect essentiel qui est la mission de protection du public des ordres professionnels. Et c'est ça tout l'intérêt d'un des champs de recherche du PAPRICA. Alors, la protection du public soulève plusieurs difficultés du fait que c'est une notion floue. Elle n'est définie ni par la loi, ni par la jurisprudence, et la littérature qui traite de cette notion-là n'est pas très abondante. Il ressort du Code des professions que la protection du public est l'objectif fondamental du système professionnel et qu'il s'agit de la mission première des ordres. Donc, les ordres ne sont pas là pour représenter leurs membres, ils sont là pour protéger le public. Dans la poursuite de cet objectif-là, ils vont contrôler l'accès à la profession, adopter des règlements comme des codes de déontologie, procéder à des inspections, prescrire des formations et d'autres mesures lorsqu'ils constatent des lacunes. Ils vont enquêter à la suite de plaintes concernant des violations à la législation et à la réglementation professionnelle et, en cas de violation, vont en sanctionner le non-respect. En ce qui concerne les tribunaux, à ce jour, ils n'ont pas dit grand-chose concernant la protection du public. Ils sont bien gardés de la définir. En 2017, la Cour suprême du Canada a précisé dans l'arrêt Green que l'interprétation de cette notion revient aux ordres professionnels eux-mêmes. Et les arrêts rendus récemment dans l'affaire de la Trinity Western University démontrent qu'ils disposent d'une certaine latitude pour interpréter la protection du public. La Cour a néanmoins rappelé que la réglementation de l'exercice d'une profession au moyen d'un système de délivrance de permis vise à assurer la protection des droits vulnérables, à savoir ceux des clients et des tiers.
En ce qui concerne les ordres, bien qu'ils justifient leurs actions et décisions par la protection du public, très peu d'informations est disponible quant au sens qu'ils vont donner à cette notion-là. L'Office des protections du Québec a d'ailleurs conclu en l'absence de consensus parmi les ordres quant à la définition de la protection du public. Tout au plus, cette notion-là signifierait, dans sa plus simple expression, la prévention de risques de préjudice que comporte l'exercice de certaines activités qui peuvent porter atteinte aux droits d'un individu. Dans un rapport de 2012, l'Office des professions a quand même tenté d'élaborer un peu ce que ça voulait dire la protection du public, bien qu'elle ne donne pas de définition de ce que c'est dans ce rapport-là. Elle va dire que la mission de protection du public implique une action à la fois préventive et réactive de la part des ordres et que le volet préventif constitue la pierre angulaire sur laquelle repose la protection du public. Alors, pour clarifier cette notion-là et saisir les motifs qui justifient, dans le contexte de ma thèse, les conditions qui sont imposées aux professionnels formés à l'étranger et aussi à l'invitation de la Cour suprême, il nous apparaissait nécessaire de nous enquérir directement auprès des ordres professionnels. Pour mener cette étude, nous avons procédé à des entretiens semi-dirigés. Nous avons ainsi contacté les 46 ordres professionnels québécois pour tenter de rencontrer des représentants de chaque ordre qui exercent des responsabilités ou qui ont une expérience particulière en lien avec l'évaluation des qualifications. Sur les 46 ordres contactés, nous avons à ce jour rencontré 22 ordres. Nous avons rencontré plus particulièrement 16 ordres qui encadrent une profession d'exercice exclusif, 6 qui encadrent une profession à titre réservé. Plus de la moitié des ordres rencontrés exercent dans le secteur de la santé et des relations humaines, ce qui est normal parce que c'est la grande majorité des ordres qui sont dans ce domaine-là. 4 du secteur du droit et de l'administration des affaires et 6 du domaine du génie, de l'aménagement ou des sciences. Donc, bien que notre étude plus générale porte sur la protection du public dans son sens général et aussi sur la façon dont elle se traduit dans les mécanismes de reconnaissance des qualifications, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment juste le premier volet, à savoir qu'est-ce que veut dire la protection du public dans son sens général. Alors, l'analyse des entretiens nous a permis d'émettre plusieurs constats quant au contenu de la protection du public et qui nous permettraient éventuellement de proposer certaines balises à celle-ci. L'une des premières questions que je pose dans mes entretiens, c'est la suivante. Comment votre ordre définit-il la protection du public? Bon, je le concède, c'est assez large comme question, mais ça permet de mesurer le niveau de réflexion qui est entamé par les ordres sur ces questions-là. Le premier constat, et c'est probablement le plus surprenant, c'est qu'aucun ordre rencontré n'a clairement défini la protection du public. Je vous rassure, ils ont tous une idée de ce que ça veut dire. Mais lorsqu'il vient le temps de la définir, on me répond que la protection du public consiste à s'assurer de la compétence des professionnels par différents moyens qui sont prévus au Code des professions notamment, afin que ces professionnels offrent un service sécuritaire et de qualité tout au long de leur vie professionnelle. Alors, je ne vais pas vous lire cet extrait des entretiens-là parce qu'il est long, mais je l'ai résumé. Plus tard, je vais vous parler de certains... je vais vous relire certains extraits des entretiens qui sont plus intéressants que celui-là. D'autres ordres vont mentionner d'autres moyens que ceux du Code des professions et qui ont été soulignés dans le rapport de l'OPQ de 2012 sous les volets transparence et information et le volet recours. Donc, je vous lis un extrait. Il faut que le public soit renseigné sur ses recours aussi. Mais en même temps, on est dans les moyens. On s'est occupé de promouvoir les services de l'ordre auprès du public pour qu'il soit mieux renseigné, pour qu'il sache que, OK, lui, c'est bel et bien un membre de l'ordre. Lui, ce n'en est pas un. Donc, un tableau des membres de l'ordre plus facile à trouver. Bref, au premier abord, les ordres semblent uniquement définir la protection du public en termes de moyens. Ça démontre donc, de façon générale, que les ordres rencontrés ne semblent pas avoir entamé de démarches approfondies pour véritablement cerner ce que veut dire la protection du public dans leur contexte, ce que d'ailleurs un des ordres professionnels a reconnu d'emblée. Il apparaît néanmoins qu'un ordre parmi les 22 rencontrés menait une réflexion au moment où je les ai rencontrés qui visait à définir plus clairement ce que voulait dire pour eux la protection du public. Pour ce faire, ils ont organisé des séances de travail qui visaient à répondre à deux questions fondamentales que je pose dans mes entretiens, qui sont, premièrement, qui est le public et deuxièmement, de quoi veut-on protéger le public? Avant d'aller plus en détail sur ces deux questions-là, je voulais parler d'un autre aspect de la mission de protection du public qui a été mentionné par les ordres. C'est le volet sociétal. Alors, le volet sociétal a été développé par l'Office dans son rapport de 2012. Et dans ce rapport-là, elle propose une approche plus collective de la protection du public. Le rôle sociétal des ordres peut se manifester par la prise de position publique si elle est pertinente et fondée sur des données probantes, en plus d'être liée à l'intérêt public et à des enjeux relevant de la compétence des professionnels.
Le Conseil interprofessionnel va donner une définition quand même assez large, ou du moins il va insister sur ce rôle-là sur son site Internet en disant que les ordres sont interpellés par des enjeux au plan législatif, économique et social. Et selon la nature des enjeux, ils peuvent intervenir dans l'espace public et participer de façon plus active aux grands débats menant à des prises de décision ou à l'élaboration de politiques publiques. Au dire des ordres eux-mêmes, et c'est ce qui nous intéresse un peu plus ici, cette dimension sociétale impliquerait non seulement la participation au débat législatif, mais aussi de participer à la mise en place de la réglementation ou de politiques publiques, d'intervenir sur des enjeux collectifs et de faciliter l'information du public. Un petit exemple, je vais lire le deuxième extrait. Je pense que l'Ordre, dans sa protection du public, se prononce aussi sur les enjeux collectifs qui touchent la société québécoise. On assure une certaine forme de protection en nommant les risques. C'est vraiment un projet de loi, c'est une réglementation qui est passée, d'ailleurs, c'est tout récent. Et oui, l'Ordre a été partie prenante avec le ministère pour la mise en place de cette réglementation-là. Il parlait vraiment, au cours de l'entretien, de l'application de cette réglementation, la mise en place de certains registres, ce genre de choses-là. Cette vision étendue de la protection du public ne fait toutefois pas consensus. Comme le relève un des ordres rencontrés, celle-ci semble confondre deux notions distinctes, la protection du public et l'intérêt public. Il y a tout un débat actuellement dans le monde du système professionnel autour de la protection du public versus l'intérêt public. La protection du public a toujours été perçue comme étant plus coercitive. Nos professionnels posent-ils des actes de façon sécuritaire? L'intérêt public, c'est beaucoup plus large. Et là, on va chercher tous les aspects. Quand on parle du système de santé, parce que c'est une profession du domaine de la santé, on a beau ne pas s'immiscer dans l'organisation des soins, on en passe pas moins un certain nombre d'éléments. Et actuellement, on est assez frileux, les ordres, à intervenir sur cette scène-là de l'organisation des soins. Mais c'est pourtant dans l'intérêt public. Et à la limite, la protection. Mais on n'est pas rendu là et je vous dirais qu'actuellement, il y a beaucoup de questionnements sur le rôle que les ordres peuvent jouer dans cette sphère-là plus macroscopique. Faut rappeler quand même que j'ai mené mes entretiens quand la loi Barrette était en train d'être mise en place et qu'il y avait plusieurs, conflits entre certains ordres et le gouvernement. Alors, maintenant, si j'aborde chacune des deux questions fondamentales, la première qui est le public, ce qui ressort, c'est que le public peut être compris de différentes façons selon le champ de compétences et le secteur d'activité des membres de l'ordre professionnel. Le public peut tout d'abord être considéré dans sa dimension individuelle. Dans cette perspective, il s'agira de la personne qui reçoit directement le service professionnel. C'est d'ailleurs la conception du public qui ressort principalement du rapport de l'Office des professions de 2012, où le public est identifié comme étant le citoyen vulnérable qui fait affaire avec un professionnel. Cette hypothèse s'inscrit dans une perspective consumériste qui centre la protection du public dans un rapport individuel, professionnel, client, où le consommateur de services se trouve dans une situation de vulnérabilité face aux professionnels en raison, notamment, d'une asymétrie d'information et de connaissances qui est en faveur du professionnel. Dans cette perspective, le public sera généralement considéré comme étant l'individu client ou patient. D'abord, c'est sûr qu'une relation client ou patient, il y a une relation entre un individu et quelqu'un qui donne une prestation de service professionnel. Ça revenait particulièrement souvent. Le public peut aussi ne se limite pas juste aux personnes physiques. Dans certaines professions, le client n'est pas un individu, mais plutôt une personne morale, comme une entreprise privée, un organisme public ou encore le gouvernement. Il apparaît que pour les professions du secteur de la santé et des relations humaines, le public se rapporte principalement à des personnes physiques. La prédominance n'est toutefois pas aussi claire en ce qui concerne les professions des autres secteurs qui peuvent tout autant faire affaire directement avec des personnes physiques que morales. Le public peut ensuite être considéré dans sa dimension plus large comme une collectivité de personnes. En effet, il ressort des entretiens avec certains ordres que le public peut dépasser le rapport direct professionnel-client, puisque les actes professionnels peuvent avoir des répercussions à plus grande échelle. Donc, je vais lire un des extraits. Tu as ton client immédiat, tu as le voisinage immédiat qui est un autre enjeu. Et tu as aussi la protection des usagers. Un autre extrait. Donc, c'est sûr que la protection du public se fait autant pour le particulier que pour les entreprises. Et ces entreprises-là ont aussi des actionnaires. Ils ont des propriétaires, des actionnaires, des banques. Donc, c'est sûr que le rôle, il peut être élargi parce que les utilisateurs sont assez vastes. Un autre ordre disait que, généralement, la majorité de nos membres exercent dans des entreprises. Techniquement, au sens légal, il y a les clients de l'organisation qui les embauchent, mais qui est-ce qui viennent les voir dans les bureaux? Bien, les employés, les gestionnaires, les travailleurs. Donc, pour ces ordres-là,
Le public qu'ils ont pour mission de protéger pourrait donc aussi comprendre l'entourage immédiat de la personne physique qui reçoit le service professionnel, les clients, les usagers et employés d'une personne morale qui reçoit le service, et un regroupement de personnes, voire même la population au sens large. L'autre question à laquelle il faut répondre quand on veut définir la protection du public, c'est de savoir, on veut protéger le public de quoi? La réponse est, dans son sens large, plutôt évidente, c'est protéger le public contre d'éventuels préjudices. Mais ça implique une question sous-jacente qui est plus complexe. De quel type de préjudice cherchons à protéger le public? Cette question est d'une importance primordiale puisque les mécanismes préventifs auxquels le contrôle de l'accès à la profession appartiennent doivent être ciblés en fonction de la probabilité, de la gravité et du caractère immédiat des préjudices. Ces préjudices prendraient plus particulièrement la forme d'atteinte aux droits des personnes. Dans cet esprit, le Conseil interprofessionnel rattache la protection du public au respect des droits fondamentaux qui sont inscrits dans les chartes et plus particulièrement du droit au respect de l'intégrité physique et psychologique, le droit au respect du patrimoine et le droit au respect de la vie privée. Donc, en partant de cette hypothèse, nous avons demandé aux ordres de nous indiquer de quoi ils voulaient protéger le public et de quel type de préjudice le public pouvait subir en cas d'incompétence d'un membre de l'ordre ou du non-respect des normes de pratique. Donc, il est vrai que dans plusieurs cas, le préjudice prendrait surtout la forme de répercussions sur les finances ou sur la santé et l'intégrité des individus. Ça peut être aussi un mauvais traitement, une erreur dans l'application d'une technique ou ne pas être à jour par rapport à une approche thérapeutique ou un mauvais diagnostic. Puis je vous dirais, c'est ça pour l'aspect traitement, mais on a aussi l'aspect fausse représentation, c'est-à-dire publicité trompeuse. On peut avoir sur le mode de facturation aussi des honoraires aux clients. Il y a un aspect économique aussi qui est réglementé. Il va également de soi que le droit au respect de la vie privée peut être atteint dès lors que le secret professionnel entre en jeu. Toutefois, et ça c'est ce qui va nous intéresser le plus, les réponses obtenues laissent entrevoir que les préjudices contre lesquels les ordres cherchent à protéger le public sont susceptibles de recouper d'autres droits, pour ne pas dire l'ensemble des droits qui sont garantis par les chartes. Si l'activité n'est pas bien faite, ça peut faire en sorte que le client ne va pas recevoir les services requis à sa situation, par exemple, ou ne va pas recevoir les bénéfices ou les droits auxquels il a droit. Ça peut être aussi qu'il ne bénéficie pas de tous les services nécessaires pour avoir une autonomie optimale. Donc, avec les entretiens, nous avons été en mesure de rattacher les risques de préjudice à toute une panoplie de droits et libertés. Et je vous en donne plusieurs exemples sur le PowerPoint. C'est sûr qu'on parle souvent du droit à la vie, mais on parle aussi de la sûreté, de la liberté de la personne de façon plus large. On peut parler au droit à la sauvegarde de la dignité et de la réputation, la libre jouissance des biens, le droit à l'égalité, bien sûr, le droit à des mesures d'assistance financière et sociale, le droit à des conditions de travail justes et raisonnables, et même le droit à un environnement sain et respectueux de la biodiversité, dans le cadre de certaines professions. Donc, je vais conclure sur ça. La réforme du système professionnel qui a eu lieu dans les années 70, on a confié aux ordres la mission de protéger le public, pour laquelle on leur laisse une importante latitude. Le manque d'informations sur la conception que les ordres se font de la protection du public va soulever de possibles problèmes d'interprétation quant à la portée et les limites de la notion de protection du public. Et ces problèmes d'interprétation-là peuvent engendrer des difficultés quant à la légalité de certaines mesures compensatoires qui sont imposées aux professionnels formés à l'étranger s'il s'avérait qu'elles étaient mal justifiées. C'est dans ce cadre-là que notre étude trouve toute sa pertinence en dégageant certaines balises qui permettront aux ordres de mieux cerner l'objet et l'étendue de la mission de protection du public qu'ils doivent atteindre et accomplir, et dans le fond de peut-être mieux cerner quand ils vont imposer des mesures compensatoires à des professionnels formés à l'étranger dans le cadre de l'accès aux professions. Je vous remercie.